Bonjour et bienvenue à cette édition d'information. Dans son discours sur l'état de la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé des grandes réalisations dans le secteur de l'économie nationale avec preuve à l'appui. Je tiens à souligner l'importance de nos projets structurants qui, pas à pas, façonnent notre destin. Ils transforment nos ambitions en réalisations concrètes et insufflent espoir et confiance à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Dans la zone économique spéciale de Maluku, une nouvelle usine de fabrication de carreaux et de faïence a ouvert ses portes. Saphir Ceramics DRC SA, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, bâtit, grâce à un premier investissement de 40 millions de dollars, crée plus de 1000 emplois directs et des milliers d'emplois indirects tout en dynamisant l'économie locale. Désormais, nous produisons chaque jour 50 000 mètres carrés de carreaux de qualité à prix compétitif, mettant fin à l'importation et renforçant ainsi la fierté de consommer congolais. À proximité de là, Varon Beverages RDC SARL, franchise de Pepsi Cola, a lancé la production de boissons gazeuses avec une capacité de 1,2 million de bouteilles par jour. Un premier investissement de 66 millions de dollars, bientôt suivi d'une seconde phase de 46 millions de dollars dans les 6 prochains mois, a permis de créer 530 emplois à ce jour. Cette nouvelle unité génère non seulement des emplois et des recettes fiscales, mais nourrit également la fierté de consommer des produits made in Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé hier à la pose de la première pierre du futur bâtiment de 4 niveaux du Centre national de télédétection sur l'avenue Batetela dans la commune de la Gombe. Ce centre vise à promouvoir et coordonner toute activité liée à la télédétection par satellite. Tout est prêt pour le début de travaux de construction du Centre national de détection sur l'avenue Batetela dans la commune de la Gombe. Ces centres de collecte de données spatiales visent à promouvoir et coordonner toutes les activités liées à la détection par satellite pour collecter de données utiles au gouvernement congolais. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé à la pose de la première pierre de ces bâtiments. Le directeur général du CNT, David Nguindou, a précisé que le futur centre fournira des informations spatiales en temps réel. Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Gilbert Kabanda, a mis en avant l'importance de ces projets, fruits de l'amitié entre la RDC et le Japon. Lorsque je suis arrivé à la tête du ministère de la Recherche scientifique, j'avais trouvé cet important projet sur ma table et au nom de la continuité des services publics, je n'ai ménagé aucun effort pour démarrer enfin ce grand chantier, fruit de l'amitié des peuples congolais et japonais. Celui-ci étant représenté, comme je l'ai dit plus haut, en cette circonstance par Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Japon, dont je salue chaleureusement la présence en ces lieux. Toujours à Kinshasa, Mombele, l'un des quartiers défavorisés dans la capitale, a été ciblé pour abriter le centre de ressources Mosala. Sur place, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, s'est rendue compte du démarrage effectif de travaux pour ces centres qui va former le jeune et leur permettre d'être le créateur d'emplois en vue de lutter contre le banditisme et la délinquance. La première ministre a ensuite échangé avec quelques jeunes de ces quartiers et les a encouragés à apprendre le métier pour leur autonomisation. Le gouvernement Suminwa prévoit
dans son plan d'action la diversification de l'économie, la création des emplois et la protection du pouvoir d'achat de ménages congolais. Parlons de la sécurité intérieure pour vous signaler le lancement de la deuxième phase de l'opération Ndobo. Mon général, les unités de la police nationale congolaise, garnison de Kinshasa, sont rangées pour vous accueillir. C'est un véritable rappel des troupes battues par les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale congolaise. Le général Kilimba Limba a saisi l'opportunité pour transmettre aux policiers les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, celle d'intensifier la lutte contre le banditisme urbain, dénommé Kuluna, qui bat son plein dans la capitale congolaise. Une opération de grande envergure appelée Ndobo, qui entre dans sa deuxième phase pour mettre hors d'état de nuire tous les malfrats qui oseraient perturber la quiétude des paisibles citoyens. Pour rappel, cette mobilisation de la police nationale congolaise est intervenue le mercredi 11 décembre 2024, juste après le discours du chef de l'État à la nation congolaise. Discours dans lequel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré son engagement, celui de réprimer rigoureusement les phénomènes Kuluna qui prend de plus en plus de l'ampleur à Kinshasa. Luanda, capitale de l'Angola, a accueilli la 15e réunion statutaire du Forum parlementaire de la CIRGL. La délégation de la République démocratique du Congo a fustigé l'agression dont est victime la RDC de la part de son voisin, le Rwanda. La RDC à l'offensive à la 15e réunion statutaire du Forum des parlementaires de la CIRGL à Luanda, en Angola. La délégation congolaise conduite par les députés nationaux Boniface Kabanda Matanda a, au-delà de la présentation de la situation sécuritaire dans l'Est, insisté auprès des participants sur le fait que l'on doit faire mention dans le document final du rôle joué par les Rwandais dans la déstabilisation et dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, en rappelant en même temps les résolutions de la 13e réunion tenue à Djouba, au Sud-Soudan. La délégation est vraiment au regret de ce rapport, ce document. N'est-il pas d'avis à la guerre au Congo du Rwanda? Et pourquoi ils n'affirment pas que c'est le Rwanda qui a cessé le fait qui est en guerre au Congo? Et comment le Rwanda fait-il la guerre au Congo? C'est par les M23. Et le Rwanda est en guerre au Congo, ça fait plus de 30 ans. Pourquoi on n'affirme pas cela? Si on n'affirme pas cela, ça dérange les consciences humaines. La vérité est connue par notre secrétariat général. Mais pourquoi ils font tout pour le dire à demi-mot? Tout est clair. En acceptant un cessez-le-feu avec la RDC, les Rwandais fait tomber les masques et passe aux aveux quant à la présence de ses troupes sur le sol congolais. La délégation de la RDC a en outre félicité l'Angola pour sa médiation dans la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Double événement commémoré hier à l'ambassade de Kenya en RDC. Il s'agit de 60 ans de son accession en tant que république et le 61 ans de son indépendance. Ce 12 décembre 2024 marque une double célébration pour la République du Kenya. D'abord, les 60 ans de la journée Jamhuri qui marque son accession à la République en 1964 et le 61e anniversaire de son accession à l'indépendance depuis 1963. La journée Jamhuri marquant l'accession du Kenya à la République est une journée qui revêt une signification historique pour les Kenyans et un jour qui évoque la fierté nationale et le patriotisme selon l'ambassadrice du Kenya en poste en République démocratique du Congo, Harriet Ndouma. Our flag is a symbol of the national scar. Notre drapeau est un symbole de cicatrice nationale que nous portons de la lutte pour la libération. C'est une image de bataille que le Kenya a menée
celles que nous avons gagnées et celles que nous avons perdues. La journée Jamhuri offre aux patriotes kenyans l'opportunité de faire le point et de réfléchir sur le parcours des Kenyans en tant que peuple et leur permet d'évaluer les progrès réalisés dans différents domaines tels que politique, socio-économique et culturel, ainsi que les engagements régionaux et internationaux. C'était également l'occasion pour les Kenyans de reconnaître la bonne coopération bilatérale avec la RDC qui a permis à ces deux pays de relever collectivement les défis régionaux communs et de capitaliser sur les opportunités émergentes. Autre chose à présent, plusieurs directeurs généraux des entreprises publiques et quelques membres du gouvernement se sont succédés à la tribune du centre financier pour le diagnostic des entreprises de portefeuille de l'État. Des pistes de solutions contre la corruption et le détournement ont été identifiées. Au 4e jour des états généraux du portefeuille, le panel 5 sur la relance des entreprises du portefeuille de l'État s'est consacré à l'examen des moyens de relancer les entreprises publiques pour booster l'emploi et la production nationale. Des stratégies de financement et d'innovation technologique ont été scrutées. Les directeurs généraux des entreprises publiques, les membres du gouvernement, sont passés pour parler des défis et des opportunités. Il est impératif d'avoir une politique extractive qui soit source de développement pour nos territoires et nos concitoyens. Fort de cette proposition de valeur, sous l'impulsion de son Excellence Madame la Première ministre et l'engagement de son Excellence Monsieur le ministre du Portefeuille, GECAMIN a entamé sa relance. Ce projet, je l'appelle GECAMIN Renaissance. On a épinglé la présence souvent excessive de l'État dans la gestion quotidienne de l'entreprise publique. Et le mauvais fonctionnement des conseils d'administration, le choix de dirigeants qui ne tiennent pas compte nécessairement des critères de compétence, de probité et de sens de responsabilité, ainsi que d'expérience en matière de gestion, et des pratiques managériales non orientées vers des résultats mesurables. Le panel 6 sur le contrôle des gestions, lutte contre la spoliation, la corruption et le détournement, a planché sur la transparence, l'efficacité et la confiance citoyenne sans être exhaustif. Une journée décisive qui a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement et du deuxième vice-président du Sénat. Spoliation de la concession de la direction provinciale de la santé. Eh bien, les personnels de cette direction étaient devant le palais de justice pour exiger la suspension de travaux sur leur site de manière définitive. Après l'assaut des protestations sur les artères de la commune de la Gombe et le dépôt du mémorandum au ministère de la Justice et garde des Sceaux pour la spoliation de la concession de la direction provinciale de la santé ce jeudi 12 décembre, la même attitude avec tambour, fanfare, les personnels de la division provinciale de la santé étaient devant le palais de la Justice. Des ambulances ont barricadé la route, un signal fort pour marquer leur mécontentement. Tous derrière les chefs de division provinciale de la santé, le docteur Paul Ntangou, déterminé pour la récupération de leur concession. Le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba, qui agit avec chrono, les a reçus et les a garantis avec instruction ferme aux services concernés de régler cette affaire dans 48 heures. J'ai été informé de toutes vos doléances sur la spoliation de votre concession. Le président de la République ne veut plus entendre les désordres dans le secteur de la justice. Ainsi, je vais tout faire pour que vous ayez la solution dans 48 heures. Oui, dans 48 heures, de retrouver solution à problème là. Le personnel de la division provinciale de la santé de Kinshasa est rentré avec espoir. Le ministre de Poste, Téléphone, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a lancé hier à Kinshasa la 13e édition de Digital Africa Expo. 72 heures de Africa Digital Expo ont permis aux experts de réfléchir sur l'avenir numérique de l'Afrique. Les participants ont saisi des opportunités d'affaires uniques en mettant en avant des projets innovants et ont découvert les dernières tendances technologiques du marché africain. L'apport
de l'autorité des régulations de postes et téléphones et communications de la RDC a été indéniable. C'est un événement qui nous permet d'en connaître un peu plus, de renforcer nos capacités, mais pas simplement des capacités intellectuelles, mais aussi des capacités sur le plan, je dirais, du dynamisme de notre économie, de l'efficacité de nos entreprises, de nos administrations et de notre société. Le gouvernement est déjà déterminé à investir beaucoup d'argent dans le numérique. Nous accompagnons cet investissement pour que de l'utilisation qu'il y a, des utilisateurs qui devraient avoir de ce numérique, il y en ait le plus possible et à des prix abordables et sur toute l'étendue du territoire. Nous sommes très ravis de la tenue de cette 13e édition à Kinshasa et nous sommes ravis de la forte mobilisation des acteurs clés des écosystèmes du secteur numérique. Nous avons noté plusieurs recommandations qui ont été faites par les délégations et nous espérons la mise en œuvre de ces recommandations. Les autorités de régulation du secteur, les banquiers, les opérateurs de téléphonie mobile et autres équipementiers technologiques et informatiques ont profité de cette tribune pour renforcer leur notoriété auprès des décideurs de la région. 2024 se clôture avec un bilan plus que satisfaisant pour la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Elle était au cœur durant l'année avec des actions concrètes, notamment dans le secteur de l'éducation, santé, autonomisation de la femme et autres secteurs importants de la vie nationale. Ce bilan a été présenté lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue sur la présidence de la Fondation, la distinguée Première Dame Denise Nyakeru Tshisekedi. L'année 2024 aura été celle porteuse des nombreuses réalisations pour la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en faveur des populations congolaises. On note les résultats concrets obtenus dans les domaines d'intervention clés tels que l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes et le développement communautaire avec des actions visant le renforcement du tissu social et économique des communautés locales. Cette Assemblée générale ordinaire, marquée par la présentation d'un bilan détaillé des actions menées depuis la dernière réunion, est une étape importante dans le parcours de la Fondation et témoigne de l'engagement constant de sa présidente à participer à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Autour de la distinguée Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, tous les membres de la Fondation pour célébrer les avancées enregistrées durant l'année écoulée et tracer de nouvelles perspectives ambitieuses pour l'avenir. Aujourd'hui, je me tiens ici humblement pour dire merci au nom de toutes ces vies transformées par votre générosité. Des nouveaux projets ambitieux pour 2025 et les 5 prochaines années ont été annoncés. Un nouveau schéma organisationnel visant l'efficacité et l'impact des actions de la Fondation, avec un accent sur la question de la drépanocytose par la sensibilisation de la population et particulièrement la tranche de la jeunesse. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que nous puissions ajuster notre stratégie, aller à une réorientation stratégique qui va nous tourner vers l'éducation, qui deviendra désormais notre seul et unique axe d'intervention. Et donc la vision reste la même, mais simplement nous allons désormais travailler sur un axe stratégique qui est l'éducation. Voilà les 3 moyens, les 3 piliers avec lesquels nous allons continuer pour pouvoir continuer à atteindre notre vision qui est celle de faire de la femme congolaise une actrice du développement de son pays. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi rêve d'une société dans laquelle tout être humain est considéré à sa juste valeur et où chaque Congolais et Congolaise a la chance de grandir en bonne santé, d'apprendre et d'agir à son tour pour le bénéfice de la République démocratique du Congo. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a visité hier l'Institut supérieur d'études agricoles et vétérinaires. Images et commentaires. C'est ici où sera érigé le futur bâtiment de l'ICA FECHI, l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires. FECHI, ce territoire de la province du Kwango, a une vocation agro-pastorale. Comble du paradoxe, le taux de malnutrition est élevé et la population vit dans la précarité. Pour répondre à cette problématique et à bien d'autres, l'honorable Fabien Boko-Matondo a conçu l'idée de la création de l'Institut supérieur d'études agronomiques et vétérinaires de FECHI,
Ceci pour parer à la crise d'une main-d'œuvre qualifiée et former des ingénieurs agronomes et vétérinaires. L'Institut a déjà reçu toutes les facilités du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et comme pour accélérer le processus, le gouverneur de province Willy Bitissula, en itinérance dans le coin, est venu pour poser la première pierre de la construction de l'ICA Féchi. Ce territoire qui a vu décimer 70% de son élevage bovin peine à se relever. Un de ses fils, Fabien Boko, justement, veut former des acteurs pour que la province prenne la revanche de son sol sur son sous-sol aussi riche. Nous allons nous battre pour pérenniser cela et que la population puisse prendre ça à bras-le-corps, que les étudiants viennent en masse parce que ça va leur servir de formation de base avec le pilier de la tout des techniques. Merci à l'honorable Boko. Qui s'est creusé de son centre spécialisé de recherche d'animation et d'éducation. L'honorable Fabien qui va régner de la province comme autrefois où les territoires pourvoyaient le grand centre de consommation. Être leader de l'unité, c'est l'intitulé de l'ouvrage qui a été porté sur le fonds baptismal par le professeur Isidore Ndayouel. Cet ouvrage intitulé « Être leader de l'unité aujourd'hui » est l'œuvre de Ghislaine. Le lecteur a emprunté le chemin de la paix et de la réconciliation pour bâtir une véritable unité au sein de la société. Cette unité passe d'abord par une harmonie avec soi-même, mais aussi avec autrui. Du fervent défenseur de la cohésion sociale et du vivre ensemble, l'auteur s'inspire de Biche, fondatrice du mouvement des Marie au sein de l'Église catholique. Sa volonté dans les communautés du Congo est au cœur de sa démarche. À travers ces livres à changer les caps. Comme leader est là pour nous accompagner. Le professeur Ndayouel, qui a eu l'honneur de préfacer cet ouvrage, a exhorté chacun à s'approprier son contenu afin de vivre en esprit et d'harmonie. La cérémonie a également ponctué la remise des certificats influentes qui, face aux défis actuels, initie des actions concrètes produisant des résultats tangibles au sein de la société. Nous avons primé 15 dames comme leaders de l'unité. Elles sont là pour aider la communauté à travers leur formation qu'elles donnent à la jeunesse. Il y avait aussi quelques hommes genrés à qui on a remis ces certificats de reconnaissance. Cet engagement exemplaire témoigne d'une détermination collective en faveur des meilleurs. J'ai annoncé à l'entame de ce journal que la Direction générale de recettes de Kinshasa a lancé l'opération de vente des vignettes pour les 2024-2025. Tout véhicule, personne physique ou morale détentrice d'un engin ou de circulation routière doit payer la vignette. Brandis la sésame en main, le directeur général exemple en payant la vignette de 2024. 2024 par social de Kinshasa et économie, Yves Fouka Tembo. Cette taxe de la vente des vignettes concerne les véhicules, les engins de circulation routière et autres. Pour le directeur général de la DGRK, la campagne de vente des vignettes s'inscrit dans les impératifs des assignations de l'exercice budgétaire actuel dont les chiffres procurent beaucoup d'espoir avec plusieurs milliards de francs congolais, soit plus de 400% d'augmentation. La vignette est un imprimé de valeur qui matérialise le paiement de l'impôt sur le véhicule et la taxe de circulation routière. Tout détenteur, personne physique ou morale, utilisant un ou plusieurs véhicules automoteurs doit payer la vignette. Occasion pour la patronne des finances de Kinshasa d'encourager le personnel de la DGRK, homme de terrain, pour la mobilisation des recettes et à la population quinoise de tenir cette opération pour la politique imprimée par le gouverneur Daniel Bumba. Je vous invite tous
a contribué de travailler ensemble dans un esprit de collaboration afin de garantir un succès à cette opération en faisant les assignations d'environ 50 milliards de francs congolais comme fixé. Lancé ce 12 décembre, cette première de la vignette et le 31 mars prochain, 3 sites sont retenus. À savoir les sièges de la direction générale de la DGRK à la Sophie Bank sur 7e rue, Sophie Bank derrière Poste en ville. On va terminer ce journal par la clôture de parties prenantes sur la gestion des minéraux de la transition énergétique pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2050. Parmi les thématiques développées à ce forum de haut niveau des parties prenantes sur la gestion des minéraux de la transition énergétique pour l'émergence de la RDC à l'horizon 2050 figurait la sélection des minéraux nécessitant une attention prioritaire, des pistes pour maîtriser la quantité de minéraux exportés, des pistes pour minimiser les impacts sociaux et environnementaux des opérations minières, aussi pour améliorer le climat des affaires et lutter contre la corruption. À la clôture, tous les experts ont élaboré une stratégie nationale pour la gouvernance de ces minéraux de transition. Ça a été 3 jours intenses de travail, beaucoup d'idées, beaucoup de débats, mais avec un constat quand même qui ressort, l'absence d'une gouvernance forte, l'absence des sanctions dans les cas de corruption, la nécessité pour le gouvernement de mettre en place un ensemble de mesures pour mieux contrôler les minéraux, mieux contrôler notre exportation et surtout lancer les pays dans la voie de la transformation locale de nos minéraux. Ces assises, organisées par Ressources Matters, le ministère des Mines et celui du Développement rural, ont permis à tous les participants d'étudier les mécanismes pour favoriser la gestion efficace des minéraux de la transition énergétique afin de faire bénéficier au pays et à sa population des opportunités nécessaires tout en minimisant l'impact négatif de l'activité minière. Le perfectionnement de la gestion durable de ces ressources était aussi évoqué. La RDC, comme vous le savez, c'est un pays qui a beaucoup d'opportunités à terme de ces minéraux de la transition énergétique. Et le constat qui a été fait, c'est que jusque-là, le pays ne bénéficie pas pleinement de ces minéraux de la transition énergétique. Alors, il était de voir pourquoi on arrive à ce paradoxe-là. Et une des réponses a été que le pays ne dispose pas encore d'une politique, d'une stratégie cohérente de gestion des minéraux de transition énergétique. Il a aussi été relevé de bannir certaines pratiques frisant la corruption, l'un des obstacles majeurs pour l'atteinte des objectifs assignés par les organisateurs. Mamita Bangoulou et Péchomu Bengaya Kasongo ont réalisé ce journal. Émile Henri Alibasi Alangalia et Ginseka ont assuré la partie technique au nom de cette grande équipe matinale. Je vous remercie de nous avoir suivis.